13 mai 1940. Aube grise sur la région de Sedan. Le sous-lieutenant Pierre Le Glohan grimpe dans le cockpit de son De Wettin D520, flambant neuf. Son cœur bat la chamade. Ce sera son baptême du feu avec cet avion que certains appellent déjà le meilleur chasseur français. Les Allemands déferlent sur la France depuis 3 jours. Leur Messerschmitt Bf 109 domine le ciel. Leurs bombardiers Heinkel et Dornier pilonnent les lignes françaises sans relâche. Les escadrilleurs françaises, équipées de Morane-Saulnier MS-406 dépassés, se font massacrer. Mais aujourd'hui, le Glohan vole sur un D520, et cet avion possède quelque chose que les Allemands ne connaissent pas encore. Un canon hispano-suiza de 20 mm qui tire à travers l'hélice. Une seule rafale peut découper un bombardier en deux. Les Allemands vont la prendre à leurs dépens. En 1936, l'Europe tremblait déjà sous la menace de guerre. Adolf Hitler avait réarmé l'Allemagne en violation du traité de Versailles. La Luftwaffe, officiellement créée 1 an plus tôt, s'équipait de chasseurs et bombardiers modernes à une vitesse alarmante. La France, traumatisée par la Grande Guerre, avait négligé son aviation militaire pendant trop longtemps. Ces avions de chasse dataient pour la plupart des années 20. Face à cette réalité brutale, l'état-major français lança un appel d'offres urgent pour un nouveau chasseur capable de rivaliser avec les meilleurs appareils allemands. Le cahier des charges était exigeant. L'avion devait atteindre 520 km/h à 4000 mètres d'altitude. Il devait grimper à 8000 mètres en moins de 15 minutes. Son décollage et atterrissage ne devaient pas dépasser 400 mètres. Et surtout, il devait être armé suffisamment pour détruire les bombardiers ennemis rapidement. Plusieurs constructeurs répondirent. Morane-Saulnier proposa le MS-450. Arsenal de l'aéronautique présenta le VG-133, mais c'est De Wettin qui remporta le contrat avec son D-120. Émile De Wettin, ingénieur aéronautique de génie, avait déjà conçu plusieurs avions militaires. Son approche pour le D-120 était révolutionnaire. Construction entièrement métallique, monoplan à aile basse, train d'atterrissage escamotable, verrière offrant une visibilité panoramique, et surtout un armement concentré dans le nez de l'appareil, un canon hispano-suiza HS 404 de 20 mm, tirant à travers le moyeu de l'hélice, 4 mitrailleuses Mach 1934 de 7,5 mm montées dans les ailes. Cette configuration donnait au pilote une puissance de feu dévastatrice sur un axe unique. Le moteur choisi était un hispano-suiza 12 Reichsmark 45. Un V12, cylindre refroidi par liquide, développant 930 chevaux. Pas le plus puissant du marché, mais fiable et éprouvé. Ce moteur entraînait une hélice tripale, ratier à pas variable de 3 mètres de diamètre. L'ensemble permettait d'atteindre 535 km/h en palier à 6750 mètres. Plus rapide que le Spitfire britannique de première génération. Aussi rapide que le Messerschmitt Bf 109E allemand. Et beaucoup plus rapide que n'importe quel bombardier de l'époque. Le premier prototype décolla en octobre 1938. Les essais révélèrent immédiatement les qualités exceptionnelles de l'appareil. La maniabilité était remarquable. Le D520 pouvait virer plus serré que le Bf 109. Sa stabilité en piqué était excellente. Sa vitesse ascensionnelle impressionnante. Mais les essais révélèrent aussi des problèmes. Le système de refroidissement surchauffait. Le compresseur du moteur donnait des ratés. L'armement se bloquait parfois. Ces défauts de jeunesse retardèrent la mise en production. Les ingénieurs travaillèrent d'arrache-pied pour corriger ces problèmes.
Un nouveau radiateur fut conçu. Le compresseur Szydłowski-Planiol fut amélioré. Les mécanismes d'armement furent renforcés. En novembre 1939, les premiers D520 de série sortirent enfin des chaînes de montage de l'usine SNCAM à Toulouse. Mais la production avançait lentement. Les ouvriers manquèrent d'expérience avec ce design complexe. Les pièces détachées arrivaient en retard. Les contrôles qualité prenaient du temps. Quand l'Allemagne attaqua la Pologne en septembre 1939, la France déclara la guerre, mais n'avait encore aucun D1120 opérationnel. Pendant la drôle de guerre, de septembre à mai 40, seulement quelques dizaines d'appareils furent livrés. Les unités devaient d'abord former leurs pilotes sur ce chasseur si différent des MS-406 qu'ils connaissaient. Le D520 était plus rapide, plus puissant, mais aussi plus exigeant. Son train d'atterrissage étroit rendait les atterrissages délicats. Sa vitesse élevée demandait des réflexes aiguisés. Son armement concentré nécessitait une précision de tir absolue. Le groupe de chasse I-3 fut la première unité équipée de D1120 en avril 1940. Les pilotes découvrirent un avion qui changeait tout. Après des mois à voler sur des MS-406 lents et sous-armés, le D-120 leur donnait enfin une chance égale contre les Bf-109. Ils pouvaient enfin affronter les chasseurs allemands d'égal à égal. Mieux encore, ils pouvaient massacrer les bombardiers ennemis. Une rafale de 3 secondes du canon de 20 mm suffisait à désintégrer un Heinkel He-111. Les obus explosifs de 20 mm traversaient l'aluminium comme du papier et explosaient à l'intérieur, déchirant la structure et tuant l'équipage. Mais le 10 mai 1940, quand l'Allemagne lança son offensive à l'ouest, seuls 36 D-120 étaient opérationnels. 36 appareils face à des milliers de chasseurs et bombardiers allemands. C'était dérisoire. Pourtant, ces 36 chasseurs allaient infliger des pertes disproportionnées à la Luftwaffe et prouver que la France possédait encore des armes capables de faire trembler l'ennemi. 13 mai 1940, 15h30. Le sous-lieutenant Pierre Le Glohan décolle de la base de Beauvais-Tillé à la tête de sa patrouille de 3 D-1120. Sa mission, intercepter les bombardiers allemands qui pilonnent les lignes françaises près de Sedan. Le ciel est couvert, la visibilité médiocre. Mais le contrôleur au sol a repéré une formation importante se dirigeant vers eux. Le Glohan monte à 4000 mètres et scrute l'horizon à travers sa verrière immaculée. Soudain, il les voit. Une formation de 12 Heinkel He-111, bombardiers bimoteurs allemands, volant en V serré. Ils sont escortés par une demi-douzaine de Messerschmitt Bf-109. Le rapport de force est défavorable, 3 contre 18. Dans un MS-406, le Glohan aurait probablement évité le combat ou appelé des renforts. Mais il vole sur un D.120. Et le D.120 change les règles du jeu. Il attaque par en dessous, profitant des nuages pour rester caché jusqu'au dernier moment. À 600 mètres, il tire sa première rafale sur un Heinkel en queue de formation. Les traceurs rouges de ses mitrailleuses de 7,5 mm convergent sur le bombardier. Puis, le canon de 20 mm entre en action. Boum, boum, boum. 3 obus explosifs frappent le Heinkel au niveau du cockpit et du moteur droit. L'effet est instantané et spectaculaire. Le moteur explose dans une boule de feu. Le cockpit se désintègre. Le bombardier part en vrille, laissant une traînée de fumée noire. Les Allemands ne s'attendaient pas à une attaque si féroce. Ils pensaient affronter des MS-406 lents qu'ils pourraient facilement distancer ou abattre.
Mais le D-520 est aussi rapide qu'un Bf-109. Et son armement est mortel. Le Gloon enchaîne sur un deuxième Heinkel. Nouvelle rafale. Le canon de 20 mm découpe l'aile droite du bombardier. L'appareil bascule et plonge vers le sol. Les Bf-109 d'escorte réagissent enfin. 3 d'entre eux piquent sur le Gloan. Mais le D-520 vire serré, plus serré que les chasseurs allemands ne peuvent le faire. Les Bf-109 dépassent leur cible et doivent reprendre de l'altitude pour revenir. Le Gloan en profite pour attaquer un troisième Heinkel. Cette fois, il vise les réservoirs de carburant entre les deux moteurs. Le canon de 20 mm ouvre le fuselage comme une boîte de conserve. Le carburant s'enflamme instantanément. Le bombardier devient une torche volante et explose en plein ciel. En moins de 5 minutes, le Gloan a abattu 3 bombardiers allemands. Ses 2 ailiers en ont détruit 2 autres. 5 Heinkel sur 12 sont en train de s'écraser. Les 7 survivants larguent leurs bombes n'importe où et fuient vers les lignes allemandes. Les Bf-109 d'escorte, stupéfaits, ne peuvent rien faire. Le D-520 est trop rapide, trop maniable. Quand ils essaient d'engager, les pilotes français virent et disparaissent dans les nuages, avant que les Allemands ne puissent les viser correctement. Ce premier combat changea tout. Les pilotes de D-520 rentrèrent à leur base, euphoriques. Ils avaient enfin un avion qui leur donnait une chance. Un avion qui pouvait battre les meilleurs chasseurs allemands et massacrer leurs bombardiers. Les mécaniciens découvrirent que le Gloan avait consommé seulement 43 des 60 obus de 20 mm. Moins de 10 obus par bombardier abattu. L'efficacité était phénoménale. Les Allemands, eux, étaient choqués. Leur rapport de mission parlait d'un nouveau chasseur français extrêmement dangereux. Les équipages de bombardiers qui avaient survécu décrivaient des avions rapides, armés de canons dévastateurs. Certains pilotes de Bf-109 rapportèrent avoir été surclassés en combats tournoyants. La Luftwaffe, habituée à dominer le ciel français, découvrait qu'elle avait un adversaire sérieux. Dans les jours suivants, les D-120 accumulèrent dans les victoires. Le 14 mai, le lieutenant Jacques Zandrieux abattit 2 Dornier d'O-17 et un Bf-109 en une seule sortie. Le 15 mai, le sergent François Morel détruisit 3 Heinkel E-111 en 4 minutes. Le 16 mai, toute une escadrille de bombardiers Junkers Ju-87 Stuka fut interceptée par 6 D-520. En 10 minutes, 8 Stuka furent abattus sans aucune perte française. Les Allemands commencèrent à éviter les secteurs où les D-520 patrouillaient. Mais les D-520 étaient trop peu nombreux. Sur l'ensemble du front, des milliers d'avions allemands opéraient. Les 36 D-520 initiaux ne pouvaient être partout. La production s'accélérait, mais les nouveaux appareils arrivaient au compte-gouttes, 10 par jour au mieux. Pendant ce temps, la situation militaire se dégradait rapidement. Les Panzerdivisionen allemandes perçaient les lignes françaises. L'armée française reculait. Les bases aériennes devaient être évacuées. Les D-520 devaient se replier vers le sud, abandonnant du matériel précieux. Malgré ce chaos, les pilotes de D-120 continuaient à se battre. Chaque jour, ils décollaient pour affronter un ennemi numériquement supérieur. Chaque jour, ils abattaient des avions allemands. Pierre Le Gloan, en particulier, devint un as rapidement. En 3 semaines, il détruisit 18 avions ennemis, devenant l'un des pilotes français les plus victorieux de la campagne. Son secret, le D-520 et son canon de 20 mm. Une arme qui transformait chaque engagement en massacre pour les bombardiers allemands. Les Allemands cessèrent de se moquer du nouveau chasseur français. Leur briefing d'avant-mission
incluait maintenant des avertissements sur le D-520. Les pilotes de Bf-109 recevaient des instructions spécifiques pour combattre cet adversaire. Ne jamais engager en combat tournoyant, utiliser la vitesse et l'altitude, attaquer par surprise, puis s'échapper. Les bombardiers recevaient l'ordre de voler plus haut et plus groupés quand des D-120 étaient à signaler dans le secteur, mais rien n'y faisait. Le canon de 20 mm du D-120 pouvait atteindre et détruire un bombardier à plus de 1000 mètres. La formation serrée rendait simplement les cibles plus faciles à toucher. Voler plus haut signifiait larguer les bombes avec moins de précision. Les Allemands découvraient ce que signifiait affronter un chasseur moderne bien armé. 20 mai 1940. La situation militaire française est catastrophique. Les armées allemandes ont percé à Sedan. Elles foncent vers la Manche, menaçant d'encercler les meilleures divisions françaises et britanniques. Le gouvernement français envisage déjà l'armistice. Mais dans le ciel, les pilotes de D-520 refusent de baisser les bras. Chaque jour, ils décollent pour ralentir l'avance allemande, détruire leurs bombardiers, harceler leurs colonnes. Le groupe de chasse d'Haute-2-7 vient de recevoir ses premiers D-520. Les pilotes, auparavant équipés de MS-406, découvrent avec émerveillement leur nouvel appareil. Le commandant, un vétéran de la Première Guerre mondiale, leur donne des instructions simples: voler haut, frapper fort, rentrer vite. Le D-520 leur permet enfin d'appliquer ces tactiques. Ils peuvent monter à 6000 mètres en 15 minutes. Ils peuvent piquer à 600 km/h. Ils peuvent détruire un bombardier en une seule passe. Et ils peuvent distancer la plupart des chasseurs allemands au retour. Le 22 mai, une patrouille de 4 D-120 du 2-7 intercepte une formation massive. 24 bombardiers, Heinkel, E-111, escortés par 12 Bf-109. Les pilotes français n'hésitent pas. Ils attaquent immédiatement, visant les bombardiers. En 5 minutes de combat chaotique, ils abattent 7 Heinkel sans perdre un seul appareil. Les Bf-109 d'escorte essaient d'intervenir, mais les D-120 sont trop rapides et manœuvrent trop bien. Quand la munition de 20 mm est épuisée, les pilotes français se désengagent et rentrent à leur base. Les mécaniciens au sol découvrent que les 4 D-520 ont été touchés à plusieurs reprises par les mitrailleuses allemandes, mais aucun dégât critique. La structure robuste de l'avion a encaissé les impacts. Un pilote a même pris un obus de 20 mm dans l'aile sans que cela affecte gravement sa maniabilité. La solidité du D-120 surprend tout le monde. On savait qu'il était rapide et bien armé. On découvre qu'il est aussi résistant. Les victoires continuent. Le 24 mai, Pierre Le Glohn abat 4 bombardiers Junkers Ju-88 en une sortie. Le 26 mai, le sergent-chef René Dorme détruit 3 Messerschmitt Bf-110, des chasseurs bimoteurs lourdement armés mais moins manœuvrables que le D-520. Le pas. 28 mai. Toute une escadrille de Stuka tentant de bombarder un pont est massacrée par 6 D-520. 11 Stuka abattus, 2 endommagés contre un seul D-520 légèrement touché. Ces succès ont un prix. Plusieurs pilotes de D-520 sont tués ou capturés. Certains sont abattus par la flak, l'artillerie antiaérienne allemande. D'autres sont victimes de combats inégaux. 10 contre 1 ou pire. Quelques-uns s'écrasent lors d'atterrissages d'urgence, leurs avions endommagés par les combats. Les bases aériennes françaises sont constamment bombardées. Les mécaniciens travaillent sous les alertes. Le ravitaillement en munitions et carburant devient problématique.
Mais malgré tout, les D-520 continuent à voler. Début juin, plus de 150 sont opérationnels sur différents fronts. Ce n'est toujours pas assez pour changer le cours de la guerre, mais c'est suffisant pour infliger des pertes sérieuses à la Luftwaffe. Les statistiques sont impressionnantes. Les groupes équipés de D-1520 affichent des ratios de victoire extraordinaires. Pour chaque D-1520 perdu, 4 à 5 avions allemands sont détruits. C'est largement supérieur au ratio des autres chasseurs français. Le 5 juin, l'Allemagne lance sa deuxième grande offensive, vers le sud cette fois. L'objectif, achever l'armée française et forcer la capitulation. Les bombardiers allemands pilonnent les positions françaises. Mais ils doivent, maintenant, composer avec les D-1520. Chaque raid coûte des avions. Les équipages allemands développent une peur viscérale du petit chasseur français au canon de 20 mm. Un pilote allemand capturé après avoir été abattu par un D-1520 déclarera « Nous pensions que les Français n'avaient que de vieux avions. Puis nous avons rencontré le D-520. Une rafale de son canon et notre bombardier s'est désintégré. J'ai vu 3 de mes camarades mourir en quelques secondes. Ce chasseur est aussi bon que notre Bf-109, peut-être meilleur. » Pour comprendre pourquoi le D-520 fut si efficace, il faut examiner ses caractéristiques techniques. L'avion mesurait 8,60 m de long avec une envergure de 10,20 m. Il pesait 2090 kg à vide et 2780 kg en configuration de combat. Sa charge à l'air de 165 kg par mètre carré lui donnait une excellente maniabilité tout en maintenant une vitesse élevée. Le moteur Hispano-Suiza 12 Wialo 45 était le cœur de l'appareil. Ce V12 de 36 litres, tournant à 2400 tours par minute, développait sa puissance maximale de 930 chevaux à 4200 mètres d'altitude. Le compresseur Zidlowski Planiol maintenait cette puissance jusqu'à 6000 mètres, donnant au D-120 d'excellentes performances en altitude. La consommation était raisonnable, 140 litres par heure en croisière, permettant une autonomie de 958 km. Mais c'était l'armement qui faisait vraiment la différence. Le canon Hispano-Suiza HS 404 de 20 mm était une merveille de conception. Il tirait des obus explosifs à une cadence de 700 coups par minute. Chaque obus pesait 130 grammes et contenait 15 grammes d'explosifs. Quand il frappait un avion, l'obus pénétrait la structure, puis explosait à l'intérieur, causant des dégâts massifs. Un seul impact pouvait arracher une aile. 3 ou 4 pouvaient détruire complètement un bombardier. Le problème était la capacité du chargeur. Seulement 60 obus. À 700 coups par minute, le canon pouvait vider son chargeur en 5 secondes de tir continu. Les pilotes devaient donc être précis et disciplinés. Ils apprenaient à tirer par rafale courte de 1 à 2 secondes, assez pour placer 5 à 10 obus sur la cible, généralement suffisant pour détruire ou endommager gravement n'importe quel avion ennemi. Les 4 mitrailleuses MAC 1934 de 7,5 mm complétaient l'armement. Chacune disposait de 675 cartouches et tirait à 1050 coups par minute. Leur rôle était d'arroser la cible avec des traceurs pour aider à la viser, puis d'endommager les systèmes et tuer les équipages. Contre des chasseurs monoplaces, elles pouvaient être létales. Contre des bombardiers lourdement blindés, elles causaient surtout des dégâts superficiels. Mais combinées au canon de 20 mm, elles formaient un système d'armement
redoutable. Les pilotes français qui passaient du MS-406 au D-520 découvraient un monde nouveau. Le MS-406 avait un canon de 20 mm, mais seulement 60 obus, et il tirait beaucoup plus lentement. Ces deux mitrailleuses de 7,5 mm étaient dans le nez, donnant une puissance de feu concentrée mais limitée. Le D-520, avec ses 6 armes synchronisées, crachait un déluge de métal. Les pilotes rapportaient que voir leur traceur converger sur un bombardier allemand, puis le voir exploser, était une expérience inoubliable. La visibilité depuis le cockpit était exceptionnelle. La verrière en plexiglas offrait une vue panoramique vers l'avant, les côtés et même partiellement vers l'arrière. Les montants étaient fins. Le siège était surélevé. Le pilote pouvait facilement garder un œil sur ses 6 heures, cruciales dans le combat aérien. Le tableau de bord était sobre mais complet. Altimètre, anémomètre, compte-tours, manomètre, boussole, horizon artificiel. Tout ce dont un pilote avait besoin pour voler et combattre efficacement. Les commandes étaient légères et précises. Le manche répondait instantanément au moindre mouvement. Les gouvernes étaient bien équilibrées. À basse vitesse, l'avion restait maniable. À haute vitesse, il était stable et prévisible. Les pilotes pouvaient pousser le D-520 à ses limites, sans craindre de perdre le contrôle. Cette confiance leur permettait de prendre des risques calculés en combat. Le train d'atterrissage rétractable était une innovation majeure. Replié, il améliorait considérablement l'aérodynamique et la vitesse. Mais il rendait aussi l'atterrissage plus délicat. Les roues étaient espacées de 2,40 m seulement, donnant une voie étroite. Sur terrain cabossé ou par vent de travers, l'avion pouvait facilement capoter. Les jeunes pilotes devaient apprendre à atterrir en douceur, en gardant les ailes parfaitement horizontales. Plusieurs D-520 furent perdus dans des accidents d'atterrissage, victimes de l'inexpérience de leurs pilotes. Mais une fois maîtrisé, le D-520 était un plaisir à piloter. Les as français comme Pierre Le Glohan ou Jacques Andrieux le décrivaient comme une extension de leur corps. Ils pensaient une manœuvre et l'avion l'exécutait. Cette harmonie entre homme et machine expliquait en partie les succès extraordinaires obtenus par les groupes équipés de D-1120. Les Allemands qui capturèrent des D-1520 intacts furent impressionnés. La Luftwaffe testa plusieurs exemplaires et les compara à leur propre Bf-109. Le verdict, le D-520 était égal ou supérieur dans la plupart des domaines, plus maniable en virage, meilleur en montée, visibilité supérieure, armement équivalent ou meilleur. Le Bf-109 n'était supérieur qu'en vitesse, de pointe maximale et en plafond opérationnel. Les pilotes allemands qui volèrent sur des D-1520 capturés rapportèrent que c'était un excellent chasseur qui aurait pu changer le cours de la campagne s'il avait été disponible en nombre suffisant. Le 22 juin 1940, la France signait l'armistice avec l'Allemagne. La campagne était terminée. La défaite était totale, mais les pilotes de D-1520 pouvaient garder la tête haute. En 6 semaines de combat, ils avaient abattu 114 avions allemands, confirmés pour seulement 25 D-520 perdus. Un ratio de 4,5 pour 1, exceptionnel dans une campagne où la France fut écrasée. L'armistice divisait la France en deux. Le nord, occupé par les Allemands, le sud contrôlé par le gouvernement de Vichy. L'aviation de Vichy fut autorisée à conserver une partie de ses avions, incluant des D-1520. La production continua même, les usines du Sud étant en zone libre. Jusqu'en novembre 1942, environ 250
D-120 supplémentaires furent construits, portant le total à plus de 900 exemplaires. Ces D-120 de Vichy connurent un destin étrange. Certains combattirent contre les Britanniques en Syrie et en Afrique du Nord, défendant les colonies françaises sous contrôle vichiste. D'autres furent saisis par les Allemands après qu'ils aient occupé la zone sud en novembre 1942. La Luftwaffe utilisa ces D-120 capturés pour l'entraînement et même pour des missions de défense territoriale en Allemagne. Certains furent revendus à des alliés de l'Axe, l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie. Mais d'autres, D-1520, rejoignirent de la France libre. Quand les Alliés débarquèrent en Afrique du Nord, en novembre 1942, de nombreux pilotes français passèrent du côté allié. Ils emmenèrent leurs D-501 avec eux. Ces avions furent repeints aux couleurs de la France libre et utilisés pour des missions de patrouille et d'entraînement. Ils n'étaient plus assez modernes pour le combat de première ligne en 1943, les chasseurs américains et britanniques les ayant dépassés technologiquement. Après la guerre, quelques D-520 continuèrent à servir. L'armée de l'air française les utilisa pour l'entraînement jusqu'en 1950. Certains furent convertis en avions de liaison ou de remorquage de cibles. Le dernier D-120 en service actif fut retiré en 1953, 13 ans après son baptême du feu. Aujourd'hui, seulement 3 D-520 existent encore. Un au musée de l'air et de l'espace du Bourget près de Paris. Un autre au musée de l'aviation de Toulouse. Le troisième dans une collection privée en Suisse. Ces survivants témoignent d'une époque où l'ingénierie française rivalisait avec les meilleurs au monde, même dans la défaite. L'héritage technique du D-520 est considérable. Son armement concentré dans l'axe devint la norme pour tous les chasseurs modernes. Son canon de 20 mm inspira le développement de canons d'avion encore plus puissants. Sa construction métallique monocoque influença les designs d'après-guerre. Plusieurs ingénieurs qui travaillèrent sur le D-520 participèrent après-guerre au développement de jets français comme le Dassault Touragan et le Mystère. Pierre Le Glohon, l'as au D-520, survécut à la guerre. Il rejoignit la France libre et continua à voler, cette fois sur Spitfire britannique. Il abattit au total 22 avions ennemis, devenant l'un des as français les plus victorieux de la Seconde Guerre mondiale. Dans ses mémoires publiés en 1950, il écrivit « Le D-520 était le meilleur avion que j'ai jamais piloté, rapide, maniable, solidement construit. Et ce canon de 20 mm. Une rafale suffisait pour transformer un bombardier allemand en boule de feu. Si nous avions eu 1000 D-120 en mai 40 au lieu de 36, l'histoire aurait peut-être été différente. Cette affirmation reste débattue par les historiens. 1000 D-120 auraient-ils changé l'issue de la campagne de France? Probablement pas. La défaite française était due à des problèmes stratégiques et tactiques bien plus profonds que le simple manque d'avions modernes. Mais ils auraient certainement infligé des pertes bien plus lourdes à la Luftwaffe. Ils auraient forcé les Allemands à modifier leur tactique. Ils auraient donné aux armées françaises au sol un meilleur soutien aérien. Peut-être aurait-il permis à la France de tenir assez longtemps pour que les renforts britanniques et potentiellement américains fassent la différence. L'histoire du D-Whiting D-520 est celle d'un triomphe technique, arrivé trop tard et en trop petit nombre. C'est l'histoire d'ingénieurs français qui créèrent un chasseur égalant les meilleurs au monde. C'est l'histoire de pilotes qui se bâtirent avec courage et compétence
contre un ennemi numériquement supérieur. C'est l'histoire d'un canon de 20 mm qui fit exploser des centaines de bombardiers allemands en rafales dévastatrices. Quand les Allemands entamèrent leur offensive en mai 1940, ils se moquaient ouvertement de l'aviation française. Leur briefing décrivait les chasseurs français comme dépassés et faciles à abattre. Leurs bombardiers volaient en formation lâche, confiants qu'aucun chasseur français ne pourrait leur causer de dommages sérieux. Leurs pilotes de Bf-109 considéraient le ciel français comme une zone de chasse facile où accumuler des victoires. Puis ils rencontrèrent le D-520. Et tout changea. Les bombardiers qui rentraient de mission, criblés de trous, leurs équipages morts ou blessés, racontèrent des histoires terrifiantes. Un petit chasseur français qui surgissait de nulle part. Une rafale de quelques secondes. Une explosion. Des camarades qui brûlaient vifs ou plongeaient vers le sol dans des épaves fumantes. Le canon de 20 mm du D-520 ne laissait aucune chance. Un impact suffisait souvent à causer des dégâts critiques. 3 ou 4 impacts garantissaient la destruction. Les pilotes de Bf-109 découvrirent qu'ils n'étaient plus invincibles. Le D-520 pouvait les battre en combat tournoyant. Il montait aussi vite qu'eux. Il encaissait les impacts et continuait à voler. Engager un D-520 devenait dangereux. Plusieurs as allemands furent abattus par des pilotes français sur D-1520. L'arrogance laissa place au respect, puis à la prudence. Les statistiques sont éloquentes. Les groupes de chasse équipés de D-1520 affichèrent les meilleurs ratios victoire-perte de toute l'armée de l'air française. Le groupe de chasse A3, première équipée, abattit 42 avions allemands pour 7 D-1520 perdus. Le GC-27 détruisit 37 avions ennemis pour 5 pertes. Le GC-36 obtint un ratio de 8 pour 1. Ces chiffres démontrent l'efficacité supérieure du D-1520 comparé aux autres chasseurs français. Mais au-delà des statistiques, le D-520 représenta quelque chose de plus important. Il prouva que la France pouvait encore innover et créer des armes de classe mondiale. Dans une période de défaitisme et de doute, il offrit une lueur d'espoir. Il montra que les soldats français, quand ils étaient correctement équipés, pouvaient battre n'importe quel adversaire. Il démontra que la défaite n'était pas inévitable, juste le résultat de choix stratégiques erronés et de ressources mal allouées. Pour les Allemands, le D-520 fut une leçon d'humilité. Ils avaient sous-estimé leurs adversaires. Ils pensaient que leur supériorité technologique et tactique leur garantissait une victoire facile. Le D-520 et son canon de 20 mm leur enseignèrent que la guerre aérienne était plus complexe, qu'un bon avion entre les mains d'un pilote compétent pouvait faire pencher la balance, que chaque engagement comportait des risques, que la victoire se payait en sang. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, le D-520 reste un symbole de ce qui aurait pu être si la France avait mieux préparé sa défense, un symbole du courage de pilotes qui refusèrent d'abandonner même face à des odds impossibles, un symbole de l'excellence de l'ingénierie française quand elle était mise au service de la défense nationale. Les quelques D-520 survivants dans les musées attirent toujours des foules. Les visiteurs admirent leurs lignes élégantes, leur construction robuste, leur armement impressionnant. Les vétérans, de plus en plus rares, racontent leurs histoires de combats aériens où le canon de 20 mm faisait la différence entre la vie et la mort. Les historiens débattent de ce qui se serait passé si la production avait commencé 2 ans plus tôt. Les passionnés d'aviation
étudie ses caractéristiques techniques et le comparant aux légendaires Spitfire et Bf-109. Le message du D-520 résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où les conflits continuent, où la technologie évolue rapidement, où les nations doivent constamment adapter leur défense aux nouvelles menaces, l'histoire de ce chasseur rappelle des vérités fondamentales. L'innovation compte, la préparation compte. Donner aux soldats les meilleurs outils possibles compte. Et même face à la défaite, le courage et la compétence peuvent faire la différence entre le désastre total et la résistance honorable. Les Allemands se moquaient du D-520. Ils cessèrent de rire quand son canon de 20 mm commença à faire exploser leur bombardier en une rafale. Cette leçon, payée en sang allemand et français, mérite d'être rappelée, non pas pour glorifier la guerre, mais pour honorer ceux qui se battirent avec les moyens dont ils disposaient, et pour nous rappeler que sous-estimer un adversaire est toujours une erreur fatale.